Un des facteurs principaux dans le travail d'intégration, c'est la manière dont l'identité se gère, se renégocie constamment. Depuis au moins les années 80, l'hypothèse d'une identité unique ne tient plus. Il y a désormais un consensus transdisciplinaire pour dire que chaque individu, que chaque groupe dispose de plusieurs identités à la fois et à la suite. Autrement dit, successivement et simultanément. Le potentiel se structure, s'organise, se réorganise selon les contextes historiques, sociaux dans lesquels l'individu se trouve. L'individu, le groupe, peut développer ce que l'on appelle maintenant des stratégies identitaires. C'est le titre d'un excellent ouvrage, un ouvrage collectif de Carmel Camilleri et ses collègues. Il est sorti aux Presses universitaires de France en 1990. En fait, je ne donnerai pratiquement pas de référence tout au long de ces exposés. Je nommerai quelques noms, mais il y a un matériel bibliographique assorti de questions et d'exercices qui est disponible sur ma page web en relation avec ce travail. Donc, on peut s'y référer. Chaque chapitre comporte une bibliographie, donc c'est facile de s'y reporter facilement. Enfin, il est important de souligner que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. L'identité est un processus constitué de dialogue permanent avec l'entourage, un processus constitué d'échanges avec son environnement. L'identité a davantage en commun avec un dialogue qui vous inspire qu'avec une source intérieure qui vous alimente. Ce que l'on apprend dans sa petite enfance laisse bien entendu des traces indélébiles. L'identité comprend en effet des relations à des endroits, à sa propre histoire affective, intellectuelle et corporelle. Mais en tant qu'individu et en tant que groupe, puisque le concept d'identité s'applique aussi au groupe, on est constamment provoqué et défié, dérangé en quelque sorte, car on continue en permanence à être en dialogue. On est provoqué par des situations qui vous enseignent quelque chose, auxquelles on réagit. On est informé et déformé même. On est ballotté par l'histoire, qu'elle soit individuelle ou collective. On se reflète dans les autres, et cela constamment. Alors, quand on se déplace d'une culture à une autre, l'identité est provoquée, remuée, agitée. On est peut-être encore plus attentif aux impressions reçues. C'est comme si les miroirs dans lesquels on se regarde se sont imperceptiblement modifiés. Cela vous influence, vous intrigue, cela remue votre identité. On remarque qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, parce que les signes qu'on émet ne sont pas renvoyés de la même manière par ces miroirs. On n'obtient pas les mêmes réponses, on n'est pas sûr d'être bien compris, on a du mal à discerner ce qu'on dit et ce qu'on fait, et si c'est bien compris. On peut aussi se demander si l'on comprend comme il faut la gestuelle des autres, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Cela peut être très déconcertant et constitue un défi de taille pour tous ceux qui sont concernés. J'ai utilisé la métaphore du miroir. Je vais approfondir un peu le thème. Erik Erikson, anthropologue et psychanalyste, fut l'un des premiers à utiliser la notion de crise identitaire pour expliquer les troubles que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont connus. Plus tard, il a interprété dans la même perspective les problèmes des jeunes et des immigrés. Toutefois, l'accent était mis davantage sur ce qui se passait chez le vétéran ou chez le jeune immigré en tant que personne individuelle que sur l'aspect relationnel. Pendant de nombreuses années, on avait en effet eu tendance, dans les différentes approches identitaires, y compris la psychanalyse, à sous-estimer le contexte dans lequel l'identité se manifeste. Même dans les théories accordant une certaine importance au contexte, celui-ci apparaissait comme pratiquement astructuré et ahistorique, autrement dit, dépourvu de structure et pas en situation historique et sociale. Déjà, avant la guerre, le psychosociologue George Herbert Mead avait décrit le moi, the self, comme étant dépendant des processus sociaux. Mead expliquait que l'individu se perçoit à travers le regard des autres et se reflète dans une large mesure dans le groupe social auquel il appartient. En fait, Hegel
grand philosophe allemand, avait déjà nettement exprimé que l'on ne peut être un individu en soi qu'à travers les autres. Mais avec George Herbert Mead et d'autres, il devient clair que les identités s'inscrivent et s'épanouissent au sein des cultures. L'identité d'une personne s'est formée dans la culture où cette personne a grandi, la culture dont cette personne dépend. Ce qui ne veut pas dire que la culture détermine tout. Le propre jugement de la personne joue, bien entendu, un rôle essentiel. Mais même le jugement est formé par la culture. Cependant, il peut atteindre une certaine autonomie et réagir sur cette culture qui l'a aidé à se développer. Le jugement peut porter sur la culture, il peut porter sur autrui, il peut porter sur soi. Au niveau identitaire, le jugement que l'on porte sur soi a beaucoup d'importance. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, on dit Kierkegaard en danois, avait déjà souligné que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est qu'il se mette à se percevoir comme étant complètement ridicule sur des questions qu'il considère lui-même comme capitales. Enfin, bien que le jugement personnel acquiert une certaine autonomie, il ne faut pas croire qu'il peut s'émanciper totalement de l'influence de la culture. Ainsi, ce qui, du temps de Kierkegaard, était pénible ou gênant pour certains, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Le poids de la culture, dans la manière dont les gens se perçoivent, est au cœur de la notion sociologique de rôle. La notion de rôle a en effet trait aux circonstances dans lesquelles il est clair que les normes qui déterminent le comportement relationnel de la personne émanent de la culture ou des cultures. Le rôle de père, par exemple. Le rôle de père existe avant que l'on devienne père soi-même. Et chacun est amené à prendre position sur la manière dont on souhaite tenir ce rôle ou qu'il soit tenu. C'est pourquoi on peut dire que les normes, aussi bien que les circonstances qui créent le rôle de père, sont définies par la culture, avant qu'on ait la possibilité de jouer ce rôle de sa manière propre ou de réagir à la façon dont il est joué. Avant que par nos façons de jouer et de réagir, nous puissions influencer l'évolution du rôle dans la société, du rôle de père dans la société, dans cet exemple. Disons que l'on reprend ou qu'on se charge du rôle de parent, d'éducateur, de médecin. Les changements de rôle, comme par exemple quand on change de travail, quand on prend sa retraite ou quand on devient parent, peuvent donner lieu à des conflits et aboutir à des crises d'identité. C'est bien connu dans les couples, par exemple. Au moment où l'un des deux prend sa retraite, c'est des phénomènes extrêmement connus de tout le monde, ça. Le risque de telles crises se produisent, augmente lorsqu'aussi bien les rôles que leur définition culturelle changent. Par exemple, quand un père, un enfant en âge scolaire ou un directeur quitte sa culture pour une autre. Il ne s'agit alors pas seulement d'apprendre une nouvelle langue, on est confronté à une toute autre manière de jouer son rôle. C'est un peu comme si un enseignant partait sur une planète et puis revenait sur la même, là d'où il est parti, et puis toute la société a évolué entre-temps. Il y a eu mai 68, il y a eu plein de choses. Et il faut bien qu'il réagisse. Il ne peut pas se comporter de la même manière, il ne peut pas se percevoir de la même manière. Et même si on persiste à jouer le rôle uniquement en référence avec le système de normes que l'on a quitté, on ne joue en fait plus le même rôle, puisqu'on n'est plus acteur dans la même pièce en fait. On ne joue plus dans le même théâtre en quelque sorte. Même ceux qui tardent à s'en apercevoir ou qui ne veulent pas le voir, n'ont en fait, ils n'ont plus les mêmes repères. Cela m'amène à parler de la nécessité des rites. En anthropologie, on apprend l'importance des rites pour la régulation des relations sociales. Pour simplifier, du point de vue de l'individu, les rites aident à trouver sa place, à jouer son rôle, à éviter une crise. Au plan social, les rites ont trait à la transmission de messages communs, comme disait Edmund Leach. Cependant, il ne faut pas croire que les rites servent nécessairement à perpétuer les traditions. Aussi bien dans l'ensemble des rites que dans leur diversité, il y a toujours place pour de nouvelles interprétations. De même que les rites peuvent toujours être interprétés de différentes façons et proposer différentes manières de vivre en commun aux divers groupes de la société. Dans les sociétés pluralistes,
c'est-à-dire les sociétés qui ne sont pas caractérisées par une homogénéité culturelle élevée. Dans ces sociétés pluralistes, donc, différentes communautés peuvent soit se servir des mêmes rites, mais de manière différente, soit pratiquer des rites différents. Ce sujet a été traité par l'anthropologue britannique Gerd Bauman. Et nous y reviendrons, au moins indirectement. Mais en fait, c'est comme ce qui s'est passé avec les publicités. Ces dernières années, il y a eu une évolution dans les publicités. Autrefois, on créait des publicités destinées à communiquer le même message à tout le monde, à une cible nettement définie. Ce n'était pas tout le monde, mais c'était une cible nettement définie. Aujourd'hui, on fait souvent des publicités susceptibles d'être comprises de différentes manières par différents types de personnes qui vont utiliser l'objet de la publicité selon leur envie. L'interprétation est donc plurielle, elle est conçue comme devant être plurielle. De toute façon, elle est toujours plurielle, mais là, au départ, elle est conçue ainsi. C'est à peu près ce qui se passe avec certains rites qui sont utilisés différemment par différents groupes. Quoi qu'il en soit, les rites sont nécessaires. En résumé, les rites sont nécessaires parce qu'ils impliquent et confrontent différentes personnes de différentes manières. Par là, les rites font partie des processus identitaires. Et en cas de crise d'identité, ils constituent à la fois le problème et la solution. En tant que professionnel de l'intégration, il convient donc d'être particulièrement attentif aux rites existants et attentif aux différentes manières dont ils sont employés et se modifient. On ne peut pas s'imaginer que la façon dont les gens se comportent et leurs habitudes, leurs rituels locaux vont être utilisés de la même manière. Ça va être réinterprété, bien sûr. Dans ce contexte, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les rites les plus visibles. Il faut s'intéresser à la multitude de rites, petits et grands. Quand je dis grand, je pense au rite dit de passage. Quand je dis petit, je me réfère à ce qu'on appelle les rites d'interaction. Erving Goffman est un des sociologues les plus connus parmi ceux qui s'occupent de l'importance des rites d'interaction, aussi bien pour l'identité de la personne que pour la qualité des relations interpersonnelles. Dans ce contexte, je pense à la manière dont on se salue, comment se passent les réunions dans les organisations, et ainsi de suite. Il est essentiel d'être attentif aux situations de tous les jours, situations qu'on ne perçoit pas obligatoirement de la même manière quand on communique de manière interculturelle. En fait, il existe très peu d'études sur l'influence des rites ou l'influence qu'ils pourraient avoir par rapport aux nouveaux venus dans une société. En plus du concept de rite, il existe une quantité d'autres concepts qui sont utiles pour déceler et analyser ce qui se passe lorsque les identités sont confrontées au changement. Et dans le cadre de notre thème principal, qui est l'intégration, il me semble tout naturel de me pencher sur les différentes facettes de l'identité. Des études réalisées en Angleterre, en France, aux États-Unis notamment, et dont il est fait mention dans les ouvrages de Camilleri, de Tapp, de Malevskaper, Taboada Leonetti, Lipiansky, de Singly, et j'en oublie, ont montré que l'identité se compose de plusieurs facettes, facettes par rapport auxquelles la personne doit en tout temps se comporter, ce qui est extrêmement contraignant quand on change de culture. En bref, on peut dire que pour pouvoir maîtriser son identité, la personne oriente ses efforts vers 3 pôles. En bref aussi, on peut dire que la personne elle-même est consciente de ses potentialités et de ses limites et qu'elle les confronte aussi bien avec ce qu'elle souhaiterait être qu'avec ce qu'elle est censée être. On peut préciser cela. Quelles sont ces 3 facettes, ces 3 pôles ? On appelle souvent la première, à savoir la constatation de sa propre manière d'être, l'identité de fait. La personne n'a pas besoin d'être objective dans ses observations, elle est même dans l'incapacité de l'être. Mais d'une manière ou d'une autre, elle finit toujours plus ou moins par constater sa propre manière d'être, et cette constatation sert à alimenter une connaissance de soi et est mise en rapport et comparée avec des images idéales de la manière dont on préférerait se voir. Et c'est cet idéal que l'on porte, qui est souvent appelé l'identité-valeur. Et c'est là le deuxième pôle, la deuxième facette. La construction d'identité factuelle dépend totalement de la constitution d'une identité-valeur. La conception que l'on peut avoir de sa propre identité dépend en effet de la façon dont on se comporte vis-à-vis de ses propres images idéales.
En d'autres termes, la manière dont le sujet s'attribue des qualités, s'estime, satisfait de sa propre image telle qu'il la perçoit lui-même ou non, et construit sa réalité, est ancrée dans la manière dont ce même sujet s'attribue une valeur par rapport à un moi idéal et y est intimement lié. Durant ce processus, la personne est confrontée aux attentes des autres. On peut se voir attribuer une identité sur laquelle on estime avoir très peu d'influence. C'est le fait de ressentir cette identité attribuée qui constitue le troisième pôle de l'identité. Personnellement, je préfère appeler cette facette l'identité imputée. Je préfère imputer plutôt qu'attribuer, parce que le démarquage externe me semble plus fort dans ce terme. On imagine facilement que quelqu'un vous enfonce la pointe d'un crayon dans la peau, que cela fait une plaie qui a du mal à cicatriser. C'est cela qu'on appelle un stigmate. Et dans le pire des cas, l'opinion qu'ont d'autres personnes de vous peut être stigmatisante, c'est-à-dire qu'il est presque impossible de faire évoluer cette image, impossible de la rectifier, de la faire ressembler plus à l'image réelle ou idéale qui correspondent aux deux premières facettes. Ces trois facettes sont toujours en jeu et le sont encore bien davantage quand on change de culture. Confrontés aux attentes des autres, les sujets s'efforcent de conserver avant tout leur identité-valeur, c'est-à-dire leur moi idéal. Ces efforts entrent dans une stratégie. Lorsque ces stratégies sont qualifiées de stratégies identitaires par le courant de Carmel Camilleri et de ses collègues, c'est surtout parce que la logique de ces efforts d'autosatisfaction, pour ainsi dire, cette logique est justement commandée par le désir de pouvoir faire apparaître une image positive de soi. C'est lié au terme d'estime de soi bien sûr. Pour conclure sur les trois facettes identitaires et la dynamique de l'identité, il convient de remarquer qu'elles sont indissociables. Ainsi, l'identité de fait, ou factuelle, est indissociable de la manière dont la personne se comporte par rapport à cette identité-valeur ou idéal qui est défendue, que l'on cherche à développer ou à maintenir, et qui est en confrontation permanente avec cette image que lui renvoient les autres de lui-même, avec cette identité qui lui est attribuée de l'extérieur, qu'on lui impute. Bon, pour souligner les points principaux en conclusion de cette brève partie sur l'identité comme processus et les différentes facettes intervenant dans ce processus, mais il y en a d'autres. Pour ce qui nous intéresse ici, l'essentiel, c'est probablement, en plusieurs points, que la relation entre individu et société est toujours dynamique et interdépendante, comme les deux faces d'une pièce de monnaie, pour ainsi dire, même s'il existe beaucoup de pièces, et la face société est toujours légèrement différente d'un citoyen à l'autre et non identique, comme certains pourraient le croire. En fait, l'identité de la personne, c'est justement l'expression du fait qu'il n'est identique à personne d'autre, mais qu'il est toujours en relation avec autrui, mais de manière différente des autres. Bon, c'était un premier point. Un deuxième point, qui est lié bien évidemment au premier, c'est que l'identité est relationnelle, autrement dit, qu'elle se construit sur des relations. L'individu ne pourrait pas avoir de conception de soi-même sans l'intervention des autres. L'identité ne peut se comprendre, ni se bloquer, ni être bloquée, indépendamment des contextes dans lesquels elle s'inscrit. On apprend toute sa vie. Troisième point, que l'identité ne concerne pas seulement les relations entre individus, puisque les interactions sociales s'inscrivent toujours dans un contexte, ou une structure, ou dans un contexte plus large. L'identité doit être pensée dans un contexte culturel et social historique. Social, notamment. Quatrième point, que les rites jouent un rôle prépondérant pour l'identité, non seulement pour l'identité communautaire de la société, mais encore pour l'identité de chaque membre de la société. Un cinquième point, que l'identité est tout le temps en jeu, en tant que processus dépendant du contexte, et donc étant toujours dynamique, elle peut traverser des crises. Cela vaut pour l'identité aussi bien que pour tout autre système d'ailleurs, qu'on peut dire en crise à partir du moment où on peut douter de la cohérence du système, de l'identité donc ici. Sixième point, que l'identité est multidimensionnelle et multirelationnelle. C'est là le multi qui est important maintenant. Les individus sont impliqués dans de nombreux types de relations qui n'ont pas besoin d'être entièrement enchevêtrés. L'individu se reconnaît et est reconnu par les autres, mais on ne peut pas dire que l'identité est une juxtaposition complète d'impressions, d'éléments, de rôles. La composition peut être conflictuelle et incohérente. Un septième point,
que l'identité fait l'objet d'une action stratégique, que des négociations identitaires ont lieu, que les sujets peuvent renégocier leur identité, qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes, qu'ils sont impliqués dans cette négociation, surtout lorsque les différents ingrédients et relations entrant dans la composition de leur identité changent de caractère et de substance, c'est-à-dire quand la structure se relâche. Nous venons de jeter un coup d'œil sur les facettes. Et comme je l'ai mentionné en introduction, un des facteurs principaux dans le travail d'intégration, c'est la manière dont l'identité se gère et se renégocie constamment. Ce travail de renégociation a lieu justement lorsque les facettes modifient, ou plus exactement lorsque les différents ingrédients et relations dans et entre ces facettes changent de caractère et de substance. Cela peut par exemple se produire quand on obtient une promotion ou quand on se marie. Mais dans ce genre de situation, c'est en général perçu comme quelque chose de positif. Il en va tout autrement quand une partie considérable des relations sur lesquelles on s'appuyait disparaissent. Si les miroirs dans lesquels son identité se reflète se brisent, on ne se reconnaît plus. On a peut-être perdu son statut, on n'arrive pas à trouver son rôle, et cela complique singulièrement l'existence. Ainsi, le père qui vient d'un pays étranger et qui doit jouer le rôle du père dans un nouveau pays, ses enfants vont à l'école, mais son rôle n'est plus du tout perçu de la même manière, ni par ses enfants, ni par son entourage. Parfois, lui, il met du temps à s'en apercevoir, mais ça ne fonctionne plus de la même manière. Et quand il s'en aperçoit, ça peut devenir assez dur. C'était un exemple. Mais enfin, il y a plusieurs éléments de l'identité qui doivent être renégociés toujours. Et cette renégociation implique plusieurs parties. Au cours de ce processus, on est encore davantage contraint de prendre position sur sa propre conception de soi et sur les possibilités qui s'offrent lorsque la renégociation, pour pouvoir par ce moyen rétablir son statut et reconquérir son rôle, nous en arrivons donc aux différentes formes de stratégies susceptibles d'être mises en œuvre lorsqu'il s'agit de renégocier son identité pour recoller les miroirs brisés. Confronté à des reflets négatifs, on a en général le choix entre plusieurs stratégies. Et ces stratégies ont été relevées dans des études empiriques. Et aussi, on peut en fait développer des différences à partir de réflexions logiques. Enfin, Carmel Camilleri ainsi qu'Anna Melewska-Père ont ainsi fait remarquer que l'on peut distinguer entre des stratégies dirigées vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ainsi, une première stratégie consiste à intérioriser les images dévalorisées. On peut ainsi choisir d'accepter les étiquettes culturelles stéréotypiques qu'on s'est vu coller pour pouvoir mieux prendre ses distances par rapport à elles. Quelqu'un dira par exemple, c'est vrai que la plupart de ceux qui viennent de ma culture sont comme ça, mais pas moi. Il y a d'autres stratégies. Parmi les stratégies dirigées vers l'extérieur, on peut aussi distinguer entre l'acceptation ou la non-acceptation de sa propre différence. Et quand on accepte, on peut le faire de deux façons. Soit on s'identifie aux images que les autres dessinent de sa propre culture, et on arbore fièrement les stéréotypes comme un emblème, soit on consent sans mot dire, on n'en est pas fier, mais on cherche à passer inaperçu. On peut aussi se façonner une carapace, en partant en général de ses propres traditions que l'on ravive parfois à cette fin, derrière laquelle on se retranche, et ainsi on évite de prendre position sur ce qui est nouveau. Ces différentes stratégies peuvent bien entendu se combiner, de diverses manières d'ailleurs, et elles peuvent aussi prendre des directions différentes. Certains s'en servent surtout en réaction contre leur entourage, d'autres plutôt pour protéger leur moi. Pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin de renégocier leur identité, il est utile de bien connaître ces stratégies, afin de mieux pouvoir identifier ce qui motive les comportements différents des immigrés et ainsi apporter son soutien au difficile processus consistant à recomposer le miroir brisé. Dans la mesure où on a connaissance des combinaisons possibles et qu'on peut identifier différents types de réactions, que l'on peut voir différents types de stratégies identitaires, il devient plus facile de contribuer à créer ces renégociations raisonnables. Là, il convient bien entendu de discuter ce que l'on entend par raisonnable. Le travail social ne peut jamais se dispenser d'une prise de position politique. Raisonnable pour qui? Faut-il montrer davantage d'égard pour la personne, pour le groupe, que ce soit la famille ou le lieu de travail par exemple? Ou bien tient-on davantage compte de la société? Quelle conception de la société applique-t-on? Dans tous les cas,
il peut être opportun pour l'individu, aussi bien que pour la société, d'indiquer différentes voies où il est possible d'établir des garde-fous, c'est-à-dire qui empêchent qu'on fasse fausse route ou qu'il vous arrive un accident. Il peut être utile de placer des repères qui soient compréhensibles pour que les gens puissent plus facilement choisir leur propre voie ou pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que l'on attend d'eux, sans que surgissent des conflits inutiles qui peuvent être désagréables pour toutes les parties. En un mot, quand vos miroirs sont brisés, cela peut être agréable de rencontrer quelqu'un qui vous aide à les reconstituer.